C'est un petit homme à la voix douce, au visage tanné et au regard bienveillant. Il est né dans le désert du sud algérien chez un père forgeron, mais pour le rencontrer aujourd'hui, il faut prendre le chemin de l'Ardèche, monter sur le plateau de Montchamp et se laisser happer par le paysage sauvage, fait de broussailles, de calcaire, de gorges étroites. Il y a installé sa maison. Une vieille magnanerie, retapée pierre par pierre, et créé un jardin fabuleux qu'il cultivera, dit-il, jusqu'à la fin de sa vie, fût-ce en fauteuil roulant. Cela fait plus de 50 ans qu'il y pratique et conceptualise l'agroécologie. Un refus viscéral des engrais et pesticides, une manière de respecter la terre nourricière et son tempo, un désir de se solidariser avec les générations futures. Pierre Rabhi, figure de l'écologie, est aussi philosophe. Bien sûr, sa réputation a dépassé son village. Bien sûr, il a fait école. Il a écrit des livres, accueilli des stagiaires, sillonné la France pour parler de décroissance et dénoncer l'absurdité des sociétés de surconsommation. Parcouru le Maghreb et l'Afrique du Sahel pour enseigner ses méthodes et permettre aux paysans pauvres de fertiliser une terre difficile sans recours aux intrants chimiques. Il est même devenu expert de la lutte contre la désertification auprès de l'ONU. Inquiet du sort de la planète, il rêve d'une insurrection des consciences, mais qu'il dialogue avec sa fille, le bouddhiste Mathieu Ricard ou l'actrice Marion Cotillard. La sagesse et l'humanité qu'il dégage semblent venues du fond des âges et des sables. Ce programme vous est proposé en audio-description. Dans ce chaos minéral, dans cette espèce de labyrinthe rocheux, comme on le voit, il y a une végétation qui essaye de survivre dans les interstices, un petit peu partout. Et on est tout étonné de voir dans ce monde vraiment à forte tonalité minérale, la végétation qui s'obstine. On voit là par exemple un arbre qui, on a l'impression qu'il a fait toutes sortes de contorsions pour essayer de s'adapter, de trouver sa juste place, de s'équilibrer par rapport à la roche qui grimpe. Et les deux donnent quelque chose qui est de l'ordre d'une esthétique naturelle. C'est la vie elle-même. Du Sahara aux Cévennes, c'est un gardien de la terre, un ange venu du soleil algérien et coranique, confié au langage voltairien et catholique. À 72 ans, ce penseur français d'origine algérienne milite pour que sur la terre et jusque dans les pays arides de l'Afrique, on cultive son jardin au sens premier du terme. Un humaniste au service de la terre-mère. L'agriculture est une formidable leçon de vie parce que c'est initiatique. Je ne peux pas faire n'importe quoi à n'importe quel moment. Et si je ne fais pas bien les choses, ça pousse pas. Et puis c'est pas parce que je vais engueuler mes plantes qu'elles vont pousser plus vite. Et donc ça amène la patience, ça amène l'anticipation, ça amène un apaisement parce que de toute façon, je suis bien obligé de me mettre à la cadence de la vie elle-même. Le travail de cultivateur écolo, c'est justement d'amener à la terre ce qui lui permet de vivre. On la nourrit de matière vivante. On prend les déchets sont compostés, transformés, on crée une espèce de concentré de bactéries, d'insectes utiles et de toutes sortes de champignons microscopiques que l'on redonne à la terre sous la forme d'humus. Et l'humus, c'est l'élément clé de la vie. C'est là la grande différence que nous avons avec l'agronomie moderne qui est sous l'obédience de la pétrochimie internationale. C'est-à-dire qu'au sortir de la guerre, on avait des substances de guerre comme les nitrates, phosphore, etc. Et quand la guerre a été finie, on a dit mais finalement, est-ce qu'on va fermer les usines à fabriquer ces choses-là ? On a dit non. On a créé deux espaces de profit qui permettent à ces substances d'être finalement commercialisées et enrichir,
eh bien, c'est l'agriculture, et je dirais même la médecine aussi. Vous avez été un des premiers en France à pratiquer l'agriculture biologique et écologique. Nicolas, je vous laisse le soin de présenter ce monsieur dont j'avais beaucoup entendu parler et qui a vraiment une démarche très convaincante et très originale. Les mots sont forcément réducteurs pour évoquer Pierre Rabhi. Je dirais d'abord, d'un point de vue personnel, c'est une de mes plus belles rencontres. Il fait partie des gens qui m'aident à me structurer et à être un petit peu plus cohérent. C'est un philosophe, il est un écrivain remarquable. Moi, je l'ai découvert au départ par un livre qui s'appelait Paroles de terre, mais maintenant tous ces livres, je les bois, je les surligne. C'est un homme profondément humaniste qui vous empêche, parce que ça serait une totale erreur, de désespérer de l'humanité. Alors là, on avait des tomates, on avait des haricots, on avait des courges, on avait toutes sortes de... Mais voilà, c'est à l'état. Alors bientôt, je vais enlever tout ça, je vais retravailler le sol et le préparer pour le printemps. Et au printemps, on recommence. Je me réserve évidemment le jardin parce que moi, je dis souvent, mon jardin, c'est pas négociable. C'est quelque chose... je me demande même si je jardinerais pas sur une chaise roulante. Pierre, si tu veux bien venir nous rejoindre sur scène. Alors, j'essaye de voir qu'est-ce que nous pourrions partager. Moi, de toute façon, ce que j'ai à dire, c'est pas seulement en tant que spécialiste. Bien sûr, je suis spécialiste de l'agroécologie, que j'ai travaillé beaucoup cette question depuis pas mal d'années, préoccupé de toute façon par une situation mondiale aujourd'hui qui est en fait extrêmement dangereuse pour l'humanité, parce qu'il y a une dissension, si vous voulez, un désaccord entre le comportement de l'humanité et la réalité vivante. Je vais peut-être m'asseoir, ça ne changera pas grand-chose avec mes 1,68 m. Si on prend le côté simplement très basique d'une observation stricte du comportement de l'être humain, il est destructeur. Jamais une créature n'a détruit autant son semblable, c'est une absurdité absolument totale, et en plus notre rapport à ce qui assure notre vie est un rapport de destruction aussi. C'est un processus qui n'est pas perçu comme suicidaire, mais plutôt comme la prédation légalisée. Si je suis là de face à vous, c'est parce que je crois vraiment que nous recelons en même temps en nous quelque chose qui peut vraiment inverser les choses. Mais inverser les choses, évidemment, ça passe par... j'aime pas trop la prise de conscience parce que ça me rappelle l'électricité. C'est comme s'il y avait une conscience qui circule et il y a à mettre la prise. C'est pas du tout ça. C'est vraiment une élévation de la conscience. Et qu'est-ce que j'appelle l'élévation de la conscience? C'est-à-dire celui qui gravit une montagne, par exemple, ben, il fait l'effort de gravir cette montagne. Il va souffler, et qu'est-ce qui se passe? Le paysage s'agrandit. C'est-à-dire sa vision s'élargit. Et l'élargissement de la vision ne peut pas se faire uniquement parce qu'on est statique, mais parce qu'on est dans une dynamique de quête de sens, de quête de recherche. Non, mais là, cette année, il y en a quelques-uns qui ont été vraiment... Pourquoi Pierre Rabhi court encore? Si je vendais quelque chose, si j'étais dans les affaires, si j'étais... Oui, peut-être que j'aurais arrêté. D'ailleurs, je suis à la retraite normalement. Mais là, on a affaire à des conditions, des principes qui nous interpellent en permanence. Je ne peux pas dire la fin dans le monde, ça n'existe pas. Donc on peut dire que ce n'est pas le moment de lâcher, quoi. C'est comme si on pousse quelque chose et on se dit ça y est, on va y arriver bientôt, ça y est, encore un peu. Et ça ne relève pas d'une rationalité, ça relève de quelque chose qui est le mélange d'une espèce d'émotionnel, d'une espèce de sens d'engagement, d'une espèce de sens de la victoire aussi. Sachant que je peux résoudre, bien sûr, je peux résoudre en grande partie le problème de la faim dans le monde.
je saurais le résoudre. Avec l'agroécologie, on peut nourrir les gens. Je suis né en 1938 dans une petite oasis du sud de l'Algérie. Pratiquement toutes les maisons avaient des briques en terre crue, les palmiers qui dépassent ici ou là, le minaret qui préside à tout ça. Et c'est dans ce lieu que je suis né, d'une mère que malheureusement est morte sans que je la connaisse vraiment. Et même à une époque où il n'y a même pas une photo, c'est-à-dire que j'ai rien à quoi me raccrocher pour dire « Ah voilà, elle ressemblait à ça », rien du tout. Ça a été le premier traumatisme, évidemment. Puis d'un père dont le métier était forgeron, mais en même temps il était musicien et poète. Et ce petit lieu tranquille respirait vraiment une espèce d'éternité. Le meilleur souvenir que je puisse avoir, c'est que si je ferme les yeux, c'est quand il y avait des tempêtes de sable. Je me levais avec ma djellaba au pied du palmier et je pouvais rester des heures à écouter le vent. Cette maigre végétation chahutée, c'est comme si elle dansait et elle chantait en même temps et m'entraînait dans un songe profondément heureux, comme si le temps s'était arrêté. Et voici Kenadza, tête de ligne du Méditerranée-Niger. Kenadza qui commande le bassin houillé du Haut-Guir, dont la production peut suffire à toute l'Afrique du Nord. Vous avez trouvé, c'est incroyable, vous avez trouvé des... Découvert en 1905 Ça alors et dont l'exploitation, commencée pendant la guerre de 1914 par les chemins de fer algériens, n'a pu être sérieusement menée que depuis 1940. Nous étions dans un pays colonisé par la France et les Français, explorant les richesses du pays, minérales en particulier, découvrent de la houille. Et il faut donc exploiter cette houille, ce charbon. Et à ce moment-là, on a recours à la main-d'œuvre locale. Et il y a eu un grand chamboulement dans notre mode d'existence parce que les gens sont allés se faire embaucher à la mine. Ici, pas de puits. L'exploitation se fait par plan incliné et taille chassante. Les galeries s'enfoncent seulement de quelques mètres, mais atteignent parfois 600 mètres de long. Les ouvriers, tous musulmans, bénéficient des mêmes conditions de travail que les mineurs européens. Mon père s'est trouvé dans l'incapacité à subvenir aux besoins de sa famille en tant que forgeron. Et donc il a été obligé, lui aussi, donc de s'inféoder et Moi je pense que je suis marqué par tout ça. Je vivais ça comme un asservissement parce que mon père qui était dans une certaine noblesse simple se retrouve en quelque sorte dans l'asservissement. Et je voyais mon père revenir le soir couvert de poussière de charbon. C'est comme si vraiment on lui avait fait perdre sa dignité. Et c'est peut-être l'une des choses qui a peut-être été pour quelque chose dans mon contentieux avec la modernité. Pour finir, on a une petite histoire. Il se trouve qu'il y avait un Américain qui se promenait sur la plage, et puis il y avait un petit pêcheur avec sa barque. Et le pêcheur, il fait sécher ses filets, et puis il est en train de se reposer. L'homme d'affaires vient, il regarde ce monsieur, il lui dit « Monsieur, vous voyez, vous avez vos filets là, vous devriez être encore en train de travailler. » Il dit « Et après ?» Après, quand même, je vois votre barque, elle est toute petite. Vous pourriez avoir une barque plus grande, un bateau plus grand. Et après, eh ben, vous prendrez encore un bateau plus grand. Et après, ben, vous embaucherez des gens, vous créerez du travail, etc., etc. Et après, eh ben, après, vous vous reposerez. Eh ben, c'est ce que je suis en train de faire. Mon père... voyant la réalité, la modification, l'arrivée du monde moderne, il a été amené à me confier par amour, pour que je puisse n'être pas perdu dans le monde nouveau, donc un couple un ingénieur et une institutrice français, sans enfants, venant donc travailler dans le pays et
je me suis retrouvé dans cette double culture. C'est vrai que je passais d'un enfant qui courait à pieds nus dans la poussière avec une simple gandoura et probablement peut-être la morve-au-nez, je ne sais pas, enfin, au monde moderne avec les brosses à dents et de l'islam au christianisme. Et ma grand-mère lui a carrément fait la guerre, si on peut dire, pour essayer de le dissuader absolument de me confier à des Européens qui étaient aussi, pour elle, des ennemis de Dieu. Donc c'était pas très simple, mais mon père a tenu le coup. Il m'expliquait qu'il fallait que j'aille m'instruire pour devenir quelqu'un, sinon si je ne suis pas instruit, je serai pas grand-chose, je serai un simple mineur au fond d'un trou, etc. Et j'ai toujours été très très touché par son intention, même si cette intention-là m'a évidemment beaucoup fait souffrir. Mon père ingénieur a été muté à Oran et donc il y avait à peu près 750-800 km à faire entre Kenazza et Oran. J'ai continué donc à faire les allers-retours jusqu'au moment où mes retours au village, à l'oasis, se sont raréfiés. Et je me suis mis à m'intéresser à la Bible, à l'Évangile, etc. Et un jour, j'ai demandé le baptême. Et je suis devenu donc un pilier de la cathédrale d'Oran où j'allais servir la messe à l'évêque lui-même et j'étais le petit prototype formidable d'enfant de l'islam converti au christianisme. Au moment de ma conversion, j'ai choisi le prénom de Pierre. C'était le premier disciple de Jésus. Et la deuxième chose, l'aspect un peu fondement, la pierre, le fondement, etc., me plaisait assez. J'avais déjà 16-17 ans peut-être, et retourner chez moi et dire maintenant j'ai adopté la religion chrétienne était totalement inconcevable. Donc je ne suis plus retourné dans ma famille traditionnelle. C'est à partir de là qu'on se pose la question, mais finalement dans tout ça, mais moi, qui suis-je? Qui suis-je? Et à l'heure actuelle, je ne suis ni musulman ni chrétien, et j'ai gardé, en moi probablement les valeurs de l'une et de l'autre. C'est ce qui est très significatif d'ailleurs dans l'aventure humaine, c'est en fait de retrouver l'universalité. Quand on est comme ça bâtardisé, notre conscience est constamment interpellée et cette interpellation de la conscience nous fait aller de plus en plus vers l'humanisme et nous fait bien comprendre la nécessité finalement de l'unité de l'humanité. Moi j'ai beaucoup entendu parler de Pierre. Moi aussi. J'ai lu. On est des frères de conscience. Ma mère qui a 90 ans est une admiratrice fervente. Elle était tellement contente qu'on se rencontre. Je suis tolérant à l'égard des humains parce que l'humain il est dans son évolution propre et je dois respecter, je ne m'octroie pas le droit d'avoir un jugement sur la conscience de l'individu, compte tenu que chacun a son chemin d'évolution. C'est un peu comme un médecin qui jugerait la personne et non pas la maladie. Oui. S'il disait quelqu'un, vous êtes gravement malade, donc vous êtes un sale type, ça n'a pas de sens. Oui, ça n'a aucun sens. On a des maladies qui peuvent être la haine, qui peuvent être l'avidité, mais qu'elles ne sont pas permanentes, pas plus qu'un rhume ou une autre maladie est permanente. Il y a beaucoup de témoignages de l'histoire où finalement des gens ont fait une mutation, une transformation extraordinaire par la souffrance. C'est d'ailleurs ce qui rend totalement inadmissible la peine de mort, parce que ça rend impossible toute transformation. Mais je crois qu'il y a quand même à réfléchir sur ce que signifie la violence. J'ai beaucoup aimé Apocalypse Now. Ah, j'ai pas vu ça. C'est à voir, Apocalypse Now. J'ai jamais vu un film vraiment poser les vrais problèmes de la violence. C'était dans le contexte de la guerre du Vietnam. Enfin, il y a un type qui est devenu complètement fou. Il tue tout le monde sur son chemin. Alors on finit par le rattraper. Il est devenu effectivement un peu fou, mais il dit des vérités absolues.
D'abord, l'image, on voit la moitié du visage éclairé, la moitié dans l'obscurité, est déjà extrêmement symbolique du fait que notre vie, c'est le bien et le mal, cheminent ensemble. On est pour le meilleur et le pire. Tout ça compose la société. Vous savez, souvent, quand on rencontre quelqu'un comme Pierre, ce qui est beau, c'est d'entendre exprimer parfois avec des mots et des formules et des images légèrement différentes, des choses qu'on ressent profondément, qu'on exprime d'une certaine façon. Et donc, du coup, ça permet à chacun d'enrichir la manière de s'exprimer pour mieux servir. Secteur par secteur, la montagne va être contrôlée jusque dans ses moindres recoins pour y faire renaître le calme et la sécurité. Un important engagement a eu lieu dans les environs de Truk, où une unité parachutiste a pénétré dans le village d'Akrish en flammes. Ratissage dans la montagne, interrogatoire des suspects, vérification d'identité des habitants, appel aux populations à se réfugier dans les secteurs de sécurité. Toutes ces mesures ne manqueront pas de ramener le calme dans le reste. Dans cette situation-là aussi, je ne pouvais absolument pas prendre parti, quoi. Je ne pouvais pas être pour les uns ou pour les autres. Donc parfois j'étais considéré comme un traître parce que je ne prenais pas le parti des Félagas, le parti des révolutionnaires, ayant une certaine distance par rapport à la violence, quelle que soit sa nature et quels que soient ses alibis. Dans cet état de tension extrême, mon père adoptif était un gaulliste inconditionnel, et un jour je fais une petite remarque très anodine. J'entends le maréchal Juin. Bon, moi, dans mon imaginaire, un maréchal, ça devait avoir une grosse voix, enfin, etc. Puis il avait une voix un peu presque féminine. Et donc, à ce moment-là, je fais cette remarque, et mon père, sur une pulsion comme ça, disons, irrationnelle, je suis mis à la porte. Voilà. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé exclu de mes deux appartenances. Donc on est au-delà de l'exil, là. C'est-à-dire qu'on n'a pas de recours. J'ai pris un billet sur un paquebot, je ne me rappelle plus lequel. Je ne laissais aucun bien derrière moi, je ne laissais rien de particulier, je laissais simplement une partie de mon histoire. J'étais dans une forme de dénuement, donc j'avance, mais les ponts se rompent derrière moi. Et puis, comme tous ces immigrés, j'ai traversé la Méditerranée jusqu'à Marseille, et puis de Marseille, le train jusqu'à Paris. C'est-à-dire que j'étais dans la situation de non-retour. J'arrive à Paris, ma sœur m'avait donné l'adresse d'une directrice d'une école d'infirmières qui avait exercé auparavant en Algérie, et je vais voir cette dame qui effectivement me prend un peu en charge et essaye de m'orienter sur une entreprise, Someka, à Puteaux, dans un département de magasin de pièces de rechange dans lequel je suis devenu magasinier. Je trouve que c'est pas une vie pour moi. Tout le monde le soir il rentre chez soi, il a une femme, mais nous là on rentre, on mange, on travaille comme, je sais pas moi. Puis ce qui nous manque c'est la vie. La question de travail, on travaille, mais il manque la vie. Je deviens ce qu'on appelle un OS, ouvrier spécialisé. Et vous savez, on vous dit ouvrier spécialisé pour ne pas vous vexer. Hein. En fait, l'ouvrier spécialisé, c'est celui justement qui n'est spécialisé en rien. C'est l'homme à tout faire. Alors le PDG, quand il passait, c'est tout juste si on ne tombait pas évanoui. Et puis il y avait les cadres supérieurs, les cadres moins supérieurs, etc., etc. Puis ça dégringolait dans les hiérarchies jusqu'à nous, OS. Mais nous, on avait quand même un avantage, c'est qu'on n'avait personne à vexer. Tout le monde pouvait nous vexer, mais nous, c'était fini, il n'y avait rien. Et donc, on était dans le système à travailler, les horaires, pointer, venir, etc. Et puis, je me suis dit, mais à quoi on joue de ça? C'est-à-dire que l'être humain est devenu une espèce de rouage d'un système qui lui pompe son énergie. Pour quoi faire? Pour enrichir quelques-uns et pour faire augmenter le PIB ou le PNB.
Ce qui était proclamé, c'est que la modernité allait libérer l'être humain. Et je me suis amusé à faire l'itinéraire d'un être humain dans la modernité. Et qu'est-ce que je vois? De la maternelle à l'université, on est enfermé, ça s'appelle ça le bahut. Ensuite, tout le monde travaille dans des boîtes, des grandes, des petites boîtes, etc. Même pour s'amuser, on va en boîte. On y va comment? Dans sa caisse. Et il y a la boîte à vieux et la dernière boîte que je vous laisse deviner. Bon. Alors, voyant ce système-là, évidemment, je n'ai pas pu y souscrire. Je rencontre une jeune fille qui travaillait dans le même établissement, qui était dans d'autres aspirations, et nous décidons de quitter la ville pour aller à l'Ardèche, ceux qui connaissent, proche des Cévennes. C'est un peu ma mère qui a trouvé que ce garçon, il était quand même un peu exceptionnel, il parlait bien, il s'intéressait à des choses qui m'intéressaient aussi, la musique, le théâtre. Mais elle avait remarqué que ce garçon, quand même, il portait toujours la même chemise. Alors, comme ma mère, elle avait le cœur sur la main et qu'elle s'occupait de tous ceux qui pouvaient être dans le besoin, un jour, elle lui a proposé de laver sa chemise. J'ai surtout été impressionnée au départ par son attachement au christianisme. C'est ça qui m'a attachée à lui, en quelque sorte. Il ne pouvait pas envisager qu'on entame une relation entre nous deux sans que je ne sois pas, que je ne devienne pas chrétienne en fait. Mais ça tombait très bien parce qu'il m'a parfaitement, je suis devenue chrétienne quoi. Ça a été une très belle période parce que Pierre s'est mis à me faire connaître les philosophes, les grands penseurs, etc. Le soir, après le travail, on allait dans un café, tu te rappelles? Oui. Et on étudiait Léon Blois. Et tout ça, ça a été, pour moi, c'était très très riche, c'était très nouveau. Et vraiment, j'étais très heureuse de ça. Il faut dire aussi que quand même ma famille n'était pas très chaude pour un mariage avec cet immigré. C'est allé aussi loin que de... Il n'y avait personne à notre mariage ici, de ma famille. Bah oui. Mariage boycotté. Même ma mère n'est pas venue non plus. Donc à partir du moment où on était vraiment décidés à vivre ensemble et même de nous marier, là nous avons pensé que c'était pas possible de continuer à vivre dans cette banlieue avec ce travail qui nous enfermait dans les bureaux ou un atelier, etc. Et c'est là où nous avons décidé de partir de la grande ville. Les gens demandaient, mais pourquoi diable voulez-vous vous installer dans un endroit comme celui-là? Il n'y avait pas d'eau, pas d'électricité, pas de téléphone. Le chemin était à peine praticable. Mais quand on a découvert ce lieu, ça a été le coup de foudre. Quand nous sommes arrivés en Ardèche, pour nous, c'était le bonheur. En quittant la ville, nous avons dit, heureux de partir en Ardèche, même s'il le faut, nous ne mangerons que des châtaignes, mais on y va. Aller chercher l'eau au puits, vivre avec la bougie, ça représentait tout ce que nous voulions, quoi. J'étais dans l'enthousiasme et la gratitude d'avoir trouvé ce lieu. Tous ces amoncellements de pierres sont faits de l'épierrement, c'est-à-dire de gens qui, génération en génération, ont travaillé la terre et retiré les cailloux. On faisait des murs de clôture, on faisait des amoncellements pour pouvoir avoir un peu de terre à travailler. Avec certains paysans, on avait des relations très fraternelles, très chaleureuses. Notre singularité disparaissait.
Et en même temps, comme nous recevions des stagiaires, des jeunes qui venaient travailler avec nous parce que après 68, beaucoup voulaient faire un peu comme nous, quoi. Donc on les accueillait. Le retour à la nature, un rêve caressé par beaucoup, réalisé par peu et réussi par quelques-uns seulement. En ce domaine, l'Ardèche semble être le département d'élection de ceux qui, fuyant la ville et le monde moderne, décident d'effectuer ce qu'il est convenu d'appeler le retour à la terre. Rochebesse, un hameau, presque une ruine, perdu quelque part en Ardèche, à plus de 1000 mètres. Abandonné depuis 10 ans par ses habitants descendus dans la vallée moins hostile, le hameau se mourait lentement. Alors, ils sont arrivés. Pierrot d'abord, de Grenoble, où il était ouvrier. Je crois qu'en fait, on a compris en ville, hein, on a dégusté quand même. Moi, j'y suis resté une vingtaine d'années. Travailler en usine, c'est pas forcément agréable. Travailler à la chaîne, c'est pas forcément agréable non plus. Ici, on s'y retrouve, on est bien. On est paysans dans l'âme, je pense aussi. Hein. Imaginez que des gens qui sont bien placés dans la société, qui ont acquis des diplômes, etc., et des considérations, veuillent faire le retour à la terre, c'était quand même un symbole important finalement de la quête du bonheur, quoi, quelque part. Pour l'écriture, j'avais commencé à écrire du Sahara aux Cévennes, mais c'était en fait pas du tout dans l'objectif d'une publication. C'était une thérapeutique personnelle, psychologique, reprendre le fil des choses pour essayer de m'exorciser peut-être de ce que je portais en moi, de difficile, de douloureux. Et un petit éditeur de la région m'a dit « mais tu te rends pas compte, il faut le publier, etc. etc. » Je ne croyais pas vraiment à l'impact que ça pouvait avoir. Et puis il se trouve que bon, il a été bien reçu par le public. Et ensuite, je me suis rendu compte que du Sahara aux Cévennes, c'était plutôt narratif d'un itinéraire, mais que je n'avais pas exprimé en quelque sorte ce qui m'était le plus profondément intime. C'était l'aliénation de mon père. Et à partir de là, j'ai imaginé le deuxième livre sous forme de roman, qui pouvait me permettre finalement de dire des choses qui sont de l'ordre de l'intime. Et j'ai donc écrit Le Gardien du Feu. Au fur et à mesure que j'écrivais, c'était pas ridicule, les gens recevaient ça. Je me dis, pourquoi pas un troisième, pourquoi pas un quatrième, etc. Et du coup, je me suis installé petit à petit à dire, bon voilà, je vais utiliser l'écriture pas seulement pour des questions narratives, mais je vais l'utiliser aussi comme outil de propagation de ce que je ressens, des idées qui m'animent, l'agroécologie. C'est exactement comme ça que les choses se sont passées. Moi, j'ai été à l'université Pierre Rabhi parce que je suis tombée dedans quand j'étais petite. Dans la bibliothèque familiale, je me rappelle, il y avait Platon, il y avait Nietzsche, il y avait Krishnamurti. Voilà, moi, Krishnamurti, ça m'a beaucoup parlé. Et ça, c'est toi qui avais vraiment beaucoup de littérature de Krishnamurti. Et donc, on a souvent échangé comme ça sur des thèmes philosophiques. Appuyé contre la cuisinière, à deviser de cette manière-là. Moi, ça m'a enrichi énormément, hein, ça a beaucoup apporté dans ma réflexion. C'était très riche, en fait. Et en même temps, c'était pas la pensée unique de Pierre Rabhi, justement, parce que c'était enrichi de plein de visiteurs, de voyageurs, des chercheurs, oui. des gens qui faisaient de la politique. Enfin, c'est une maison, c'est vrai, qui était tout le temps habitée par cette réflexion omniprésente. Oui. Il y a eu aussi beaucoup de stagiaires qui sont venus du monde entier, parce qu'il y a eu des Africains, il y a eu chacun a amené sa culture, sa vision des choses, ses pratiques, ses savoir-faire. Donc pour nous, c'était une école de la vie aussi. Pour moi, l'écologie, c'est profondément une affaire d'humain. C'est pour ça que m'occuper des enfants, ça a énormément de sens, et qu'on doit à l'enfant la même bienveillance, la même attention, la même gentillesse, la même tendresse qu'à la terre. Un être humain qui a des comportements irrespectueux vis-à-vis de lui-même, de son voisin ou de l'environnement, c'est d'abord parce qu'il n'a pas été respecté en tant qu'enfant.
Donc c'est toutes ces valeurs qui s'incarnent et qui vont permettre à l'être de grandir, de se déployer tout à fait harmonieusement le plus possible, eh bien, va aussi transformer nos sociétés. L'école me paraît être la manufacture première d'un être humain adapté au modèle. On fabrique déjà un petit producteur-consommateur pour un système et une idéologie établie. Et moi, j'ai été très heureux que mes enfants protestent. Sophie se rapproche le plus possible de ce dont moi-même je rêvais un peu, les histoires d'oasis en tout lieu, la création de lieux sociaux réorganisés sur d'autres critères et d'autres valeurs. Le homme au début est celui qui s'approche le plus de la conception qu'on peut avoir de ce qu'on appelle une oasis. En 81, je suis allé m'impliquer en Afrique parce que j'avais acquis suffisamment d'expérience en agroécologie pour prétendre que ça pouvait être transmis comme une solution importante pour la problématique de la faim dans le monde, la problématique des paysans enlisés, disons, dans une histoire difficile suite à la sécheresse, etc. Et puis petit à petit, il y a eu succès de la chose, tant au plan du gouvernement et des agents qu'il me confiait, qu'au plan des paysans que j'aimais vraiment profondément ces êtres. Je ne dis pas que ce sont des saints, mais enfin ce sont des êtres qui me touchent profondément, vraiment. Pour moi, la terre, elle est à la fois ma mère, puisqu'elle me nourrit, et elle ma fille, puisque je m'en occupe, j'en prends soin, et puis à la fois mon amante, quelque part, dans le sens où il y a une relation d'amour. Si la terre manque, il n'y a plus de vie. Petit à petit, on a créé le terre-humanisme comme structure qui allait prendre le relais. Et puis, les structures se sont multipliées avec l'adhésion d'un nombre de plus important de personnes, parce qu'on ne peut pas porter ça tout seul. Alors, le fait que des gens adhèrent au message, à la philosophie, s'impliquent, et en s'impliquant, ça devient des gens qui sont porteurs, et ainsi se crée un réseau et des groupes porteurs de cette pensée. Je ne suis pas du tout en phase avec ce qu'on entend par politique. Du tout. Elle nécessite un regard évidemment global et général, avec un souci réel et honnête du bien-être de l'humanité et un souci réel de l'avenir de l'humanité. Et quand on est dans un système qui part du principe que la croissance, c'est la solution, déjà il y a une erreur. Le politique s'obstine à maintenir à tout prix le modèle coûte que coûte. Or, c'est le modèle qui est à remettre en question. Et il se trouve qu'en 2002, on m'a poussé à me présenter aux élections présidentielles. D'ailleurs, Obama m'a imité, il se fait ça. Et puis, je me suis retrouvé dans le débat. Je me suis dit, mais j'ai fait des insomnies. Moi, me présenter aux élections présidentielles, moi, président des Français, enfin, qu'est-ce que ça veut dire? J'étais à des milieux de pensée à tout ça. Et puis, en réfléchissant, après des insomnies, des soucis, avant de donner ma réponse, j'ai dit, c'est le lieu dans lequel le débat national, on va introduire des arguments et des éléments qui ne sont jamais abordés par le politique et qui sont pourtant fondamentaux. Quand on me propose de me présenter aux élections, évidemment, je sursaute, j'en parle à des gens et chaque fois je rencontre des gens, mais vas-y. Donc jusqu'au moment où je me suis dit, bon, puisqu'il y a tant de gens qui disent vas-y, c'est qu'il faut peut-être y aller. Et alors on a commencé comme des boy scouts, c'est-à-dire qu'on avait évidemment édité 4 pages qui expliquaient, notre programme politique. Notre slogan, c'était « Appel à l'insurrection des consciences ». Ça, c'était l'élément fondamental, c'est qu'on interpellait les consciences. On n'interpellait pas les citoyens. Les citoyens sont ce qu'ils sont. Et ensuite, quelle planète laisserons-nous à nos enfants, mais aussi quels enfants laisserons-nous à la planète. Et donc, en présentant tout cela avec notre programme, ça a créé des adhésions.
nous étions bien en phase avec les attentes d'un certain public. Donc, en 2012, je suis candidat. Je suis candidate. Je suis candidat. Au lieu de dire la faute, elle vient de là-bas, commence à agir. Ça sert à rien de critiquer le voisin. Si on commence à faire les choses, c'est comme ça qu'elles changent. Voilà. Je suis candidate. Moi aussi, je suis candidate. La conférence est toujours un grand bol d'air. Très content de votre intervention. Votre voix est vraiment importante, mais vous le savez. Merci pour votre intervention. Pierre, est-ce que tu veux bien dédicacer ça? Oui. J'accueille l'affection, bien entendu, et je remercie beaucoup. Et c'est vrai que ça fait quelque chose de bizarre, vraiment. Or, je ne veux pas être ni gourou, ni quoi que ce soit de ce genre. Je n'ai pas du tout le... Je dis souvent, Pierre Rabhi, c'est 52 kilos tout mouillé, pour dire que, bon, c'est pas moi sur lequel il faut se focaliser, mais sur... par contre, je suis radical sur les valeurs qui me paraissent importantes. Parfois, il y a même des gens qui viennent en nous disant oh là là, la chance que vous avez d'avoir un père aussi extraordinaire, et c'est sans doute grâce à lui que vous êtes ce que vous êtes. Avoir un parent connu, je pense que c'est jamais simple. Hein. Des fois, tu partais 8 mois à Gorom, on ne te voyait pas pendant 8 mois. Moi, je me souviens que je pleurais dans mon lit, que c'était dur, ça, de sentir que mon papa, il était pris par des préoccupations qui étaient extérieures aux besoins de l'enfant que j'étais, parce que l'enfant, il aspire à avoir son papa et sa maman dans la maison. Quoi. Enfin, j'ai imaginé un petit peu qu'il y avait une espèce de... que j'étais un peu absous par le fait même que ce que je faisais, c'était pas aller me promener pour me promener, mais que c'était pour essayer de contribuer au bien, quoi. Ouais. Après, pour notre réalité d'enfant, le manque, c'est le manque. Mais évidemment, c'est plus facile. La pilule passait mieux du fait que c'était des actions positives et que c'était pas pour simplement par caprice. Je me suis beaucoup questionné sur la pertinence de la parole. Je donne beaucoup de conférences, même trop, quelquefois jusqu'à 55 par an, ça veut dire une par semaine. Parfois, moi, je m'énerve moi-même parce que je me dis, tu racontes toutes tes histoires, tu n'arrêtes pas de radoter, etc. Et ce qui me soutient, c'est les gens, par leur appréciation, ont l'air de me dire, continue, continue. Et c'est ça qui m'encourage. Parce que sinon, Tu serais bien dans ta ferme et je serais bien dans mon ermitage. Oui, c'est ça. Mais je me dis, puisqu'il y a une réceptivité de la part des gens, à la limite, on n'a pas le droit de s'arrêter, quoi. Le Dalai Lama, il dit, voilà, qu'est-ce que j'ai en commun avec vous tous? Je suis fondamentalement un être humain comme vous. Oui. Il dit, au 2e degré, je suis tibétain. Au 3e degré, je suis moine bouddhiste. Au 4e degré, seulement, je suis le Dalai Lama, mais ça n'a aucune importance. Ça nous divise, mais ce qui nous unit, c'est notre humanité commune. Absolument. Et j'ai l'impression d'avoir trouvé mes racines auprès d'un maître spirituel, et de ces racines-là, de les transporter avec moi, finalement, où que je sois. Je n'ai pas de maison, je n'ai pas de voiture, j'ai pas vraiment de propriété. J'ai un petit ermitage, mais il appartient au monastère. Et c'est vrai que quand je suis dans mon ermitage, j'ai l'impression d'être chez moi, dans le sens que je suis au cœur de mes préoccupations, et d'essayer de devenir un meilleur être humain, pour pouvoir, après, mieux servir à autrui. Évidemment, quand on a des enfants, par exemple, à ce moment-là, on a des êtres qui nous sont confiés. Et oui. Ils nous font obligation quand même de les nourrir, de les entretenir. C'est pour ça que le moine, évidemment, a cette liberté qui est purement un choix, qui n'est pas de l'égoïsme, mais qui est simplement un choix. C'est tout, il n'y a pas de comparaison à faire, rien du tout. C'est simplement que ça nous entraîne, évidemment, dans être dans le monde, et donc ces vies qu'on nous a confiées, il faut aussi qu'elles perdurent. Absolument. Je suis engagé en ce moment férocement dans les problèmes de la faim dans le monde, parce que j'ai vu des enfants naître et agoniser tout doucement de faim. Et même si ces enfants finissent à un moment par s'en sortir parce qu'on les a secourus, ils sont lésés à vie. Parmi tout ce qu'il a créé, initié, il y a ce réseau, vous connaissez peut-être, ce Colibri, qui est vraiment une invitation aux citoyens à se mettre en avant, à marcher, à faire quelque chose, à prendre leur destin en main. L'histoire dit qu'un jour, il y a eu un grand incendie de forêt. Tous les animaux étaient atterrés, découragés, ne pouvant plus bouger, etc.
Et puis, par contre, il y a ce gracieux petit oiseau, le colibri, qui lui ne renonce pas. C'est-à-dire qu'il va prendre une goutte d'eau dans son bec, il vient la jeter sur le feu et il s'active, il s'active, il s'active. À un moment, le tatou, énervé, lui dit « Colibri, tu penses quand même pas que c'est avec ces gouttes d'eau que tu vas éteindre le feu ?» Et donc le colibri le regarde droit dans les yeux et lui dit « Je le sais, mais je fais ma part. » Voilà. C'est marrant, je regarde les photos. Non. Oh là là! Oh, mais c'est beau! Ça fait combien de temps? La dernière fois qu'on s'est vu, c'était à la mise en route de Colibri. Ouais, de Colibri, c'est ça, de la fondation. Donc ça remonte à longtemps. Oui. Et je me souviens, la première rencontre, j'étais très émue, parce que pour moi, c'était vraiment rencontrer une de mes idoles. Et le fait de me demander pourquoi, parfois, je prenais la parole par rapport à telle ou telle chose au-delà de mon métier et de commencer à vraiment me poser la question, est-ce que ça sert à quelque chose? Et j'en suis venue à la bête conclusion que ça servait pas à grand-chose, mais qu'il y a quelque chose qui pouvait servir, c'était justement d'être un vecteur. Non pas que j'ai rien à dire, mais mes autres activités vont détourner l'attention. C'est quelquefois ce qu'on ne dit pas qui est encore plus puissant ce qu'on dit. Et quoi que l'on fasse dans un certain état d'esprit, cet état d'esprit se diffuse. C'est-à-dire qu'on n'est pas la source de la chose, on est le canal de la chose. C'est-à-dire que nos vies, évidemment, nous amènent à toutes sortes de questionnements, et chacun se questionne à sa façon, se donne les réponses qu'il peut, etc. Mais moi, j'ai été très vite engagé dans cette voie, finalement, de qui suis-je, quoi. Moi, je sais que je me suis posé des questions très très jeune, ce qui n'a pas forcément rendu ma petite enfance et mon adolescence simple, parce que c'était beaucoup de questions sans réponse, beaucoup d'incompréhension face au fonctionnement de cette société dans laquelle on vit. Mais je pense qu'éveiller le questionnement, c'est une chose très importante en fait, parce qu'on l'a tous au départ. Et comment on perd ça? Avec l'être humain, nous portons quelque chose de très lourd, c'est-à-dire la peur. Et nous sommes conscients de notre finitude. C'est pas rien de savoir qu'un jour on va disparaître. Oui, c'est vrai. Et donc ça instaure une peur un peu au niveau de la psyché profonde. Et ce qui fait que nos comportements deviennent irrationnels. Et qu'on est en quête de sécurité en permanence. En fait, on s'aperçoit assez vite et je pense que c'est par rapport à cette peur dont tu parles. Un jour, je me posais des questions sur ce que c'était vraiment que l'humilité. Et en fait, je suis arrivée à la conclusion de me dire que l'humilité, c'était sûrement de participer à quelque chose dont on verrait jamais le résultat. Mais il faut savoir que quand on travaille la terre à notre façon, il y a une matière que l'on fait avec les déchets, c'est de l'humus. Et étymologiquement, humus, humilité, humidité, humanité, c'est pareil. Donc ce qui veut dire qu'on rentre dans le cycle de la perpétuation. Tout à l'heure, on parlait de la faim dans le monde. Par rapport à toute cette industrialisation, tous ces organismes génétiquement modifiés, pour les gens à qui on va dire que les organismes génétiquement modifiés peuvent éradiquer la faim dans le monde, j'aimerais bien que... Enfin voilà, j'aime entendre ta réponse. Ce serait parce que nous sommes trop nombreux qu'on n'arrive pas à nourrir. Ça, c'est faux. C'est faux. C'est faux. La nature est extrêmement généreuse. C'est-à-dire qu'on peut méditer sur un grain de blé et savoir que dans ce grain de blé, il y a de quoi nourrir l'humanité. C'est-à-dire que ce grain, je le sème dans la terre, il va me donner au moins une dizaine d'épis. Chaque épi va comporter une quarantaine de graines. La multiplication est absolument infinie. Alors, on se pose la question, pourquoi la faim dans le monde?
préserver la vie, protéger la terre, c'est ce que tu partages. Et moi, ça me fait du bien de te lire. La première chose qui me vient à l'esprit, c'est une empreinte de vie. Et je dirais ça, une empreinte de vie. Merci, ma chérie. Je ne pense pas que je puisse m'arrêter tant que j'ai la capacité de faire, je continuerai à faire. Maintenant, il s'agit, j'espère être entouré de gens qui auront pitié de moi si jamais je me mets à dérailler, quoi. C'est parfois, je me dis, tu n'es pas à l'abri de dérailler, parce que tu peux être là-dedans, voilà, l'entonnoir sur la tête, il faut quand même qu'il y ait des gens charitables qui me disent, écoute, bon, calme-toi, enfin, voilà, reste tranquille, etc. Parce que par moments, on est tellement dans ce brassage des idées, des philosophies, on est tellement actif dans cette pensée que je me pose la question, est-ce que je suis toujours aligné, est-ce que je suis toujours dans ce qui est juste et vrai, ou est-ce que je suis en train de sortir de là? Les rumeurs et les nouvelles du monde nous révèlent chaque jour les souffrances et le désarroi de l'humanité. On ne sait pas où on va, mais on y va, disait Fournier. Plutôt que percevoir la planète Terre comme une magnifique oasis prometteuse de tout ce qui peut réjouir le corps, le cœur et l'esprit, nous l'avons ravalée à un gisement de ressources à épuiser jusqu'au dernier arbre, au dernier poisson, un champ d'égorgement, un hypermarché où les poisons détruisent la vie. Le temps de la vraie lucidité est venu. Un monde digne de l'intelligence est venu et nous pouvons le réaliser. C'est à cela que j'ai voué mon existence. Si des extraterrestres essayaient d'étudier l'être humain, je pense d'abord qu'ils ne comprendraient rien du tout. Ce serait tellement compliqué. En tout cas, la conclusion serait, ils sont surdoués mais abrutis. Il y a une protestation quelque part. Bon. La prochaine fois, changement total d'univers, de personnages et de philosophie. Nous partirons en Corse, rejoindre un gentleman, non pas cambrioleur, quoique, mais chanteur, acteur, provocateur, planqué derrière des lunettes de soleil et les volutes de son cigare, les poches pleines de cactus, et amateur des filles de chez Castel et de Saint-Tropez. Vous avez deviné? C'est Jacques Dutronc.